Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous accueille pour le décryptage de la rédaction. Aujourd'hui, on parle droits humains et numérique. Je vous emmène au sommet international RightsCon qui s'est déroulé du 24 au 27 février pour la première fois à Taipei. L'événement a été inauguré en présence de Xiaobi Kim, la vice-présidente taïwanaise. 500 tables rondes réunissant pendant 4 jours environ 3000 personnes de plus d'une centaine de pays, militants pour les droits humains, décideurs politiques, représentants des grandes entreprises de l'Internet, etc. RightsCon, sommet annuel consacré aux droits humains à l'ère du numérique, est organisé par l'ONG américaine Access Now. Cette ONG, soutenue par les entreprises de l'Internet et des gouvernements occidentaux, promeut les droits numériques, c'est-à-dire le droit à la vie privée et l'accès à Internet. C'est la première fois que cet événement se déroule à Taipei depuis sa création en 2011. Ce choix s'explique par le fait que Taïwan, jeune démocratie, est l'un des pays les plus libres d'Asie, à la 12e place sur 167 pays dans le classement de Economist Intelligence Unit, avec une société civile dynamique. C'est aussi un pays très avancé sur le plan technologique et faisant face à de nombreuses cyberattaques et tentatives de manipulation de la Chine, une expérience qui attire beaucoup l'attention à l'international. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et vous parler du contenu de certaines tables rondes auxquelles j'ai assisté, il faut d'abord souligner que RightsCon est financé en grande partie par les grandes entreprises de l'Internet. Et il peut paraître contradictoire ou surprenant qu'elles financent cet événement sur les droits humains alors qu'elles sont souvent sous le feu des critiques à cet égard. J'ai interrogé à ce sujet Yiling Chu, directrice d'Amnesty International Taïwan, qui était sur place. D'un côté, c'est vrai que ces entreprises sont à l'origine de nombreuses violations des droits humains, mais d'un autre côté, c'est aussi une plateforme qui nous permet de leur adresser directement toutes nos critiques sur ces violations, ce que l'on n'a pas l'occasion de faire habituellement. Bien sûr, je pense que les sièges de nos organisations ont des occasions de communiquer entre elles, mais là, c'est une occasion pour le bureau taïwanais d'Amnesty International d'avoir une communication directe avec ces grandes entreprises de l'Internet, et cela leur permet peut-être de mieux comprendre les problématiques que nous rencontrons autour des discours de haine, par exemple. Les militants tels que Yiling Chu ne sont donc pas dupes. Si RightsCon est une grande opération de relations publiques pour les entreprises, cela permet en même temps aux militants des droits humains de faire entendre leur voix, même si elles ne sont pas toujours écoutées. Justement, la table ronde à laquelle elle a participé lui a permis de dialoguer directement avec une représentante de Meta, l'entreprise mère de Facebook, ainsi qu'avec la Commission taïwanaise des communications. La thématique était comment mettre fin aux propos haineux sur les réseaux sociaux sans compromettre pour autant la liberté d'expression. Par exemple, lors des JO de Paris, la boxeuse taïwanaise Lin Yuting a fait l'objet de discours de haine en ligne parce qu'elle ne correspondait pas aux stéréotypes féminins. En 2017, les études ont montré que l'algorithme de Facebook a favorisé les sentiments anti-Rohingya en Birmanie, ce qui a contribué aux violences, bien réelles et pas seulement virtuelles, à l'encontre de cette communauté. Pour Amnesty International, c'est le modèle économique des géants de l'Internet qui pose intrinsèquement problème. L'objectif est que les utilisateurs passent le plus de temps possible sur les réseaux sociaux et proposent donc du contenu qui suscite des émotions afin de collecter un maximum de données sur leurs préférences, puis leur proposer de la publicité sur mesure. C'est donc un modèle économique basé sur la surveillance, ce qui est en contradiction avec les droits humains fondamentaux, et c'est la raison pour laquelle, selon Amnesty International, l'autorégulation des géants de l'Internet, fondée sur les algorithmes et en dernier recours une intervention humaine, ne suffit pas. Amnesty préconise au gouvernement davantage de régulation pour punir la publication de discours de haine et protéger la vie privée. Quant aux entreprises, elle préconise que les réseaux sociaux mettent fin aux algorithmes basés sur le profilage. Face à ces critiques, Meta a indiqué que les droits humains étaient au centre de leur politique de modération de contenu et que l'entreprise travaillait avec près de 500 ONG à travers le monde afin d'adapter ses politiques en fonction des contextes locaux. Quant à l'abandon du fact-checking par Facebook aux États-Unis, annoncé avant l'investiture de Donald Trump, un revirement critiqué par Amnesty et d'autres ONG, la représentante de Meta a indiqué que cela aurait un impact limité et qu'en fait, les programmes de fact-checking avaient eu un effet contre-productif. Malgré les bonnes intentions affichées par l'entreprise, Yiling Chu explique quels sont les problèmes concrets rencontrés sur les réseaux sociaux à Taïwan.
En général, la société civile taïwanaise rencontre beaucoup de difficultés quand il y a des discours de haine à l'encontre des autochtones ou des personnes LGBT pour faire retirer ces propos des réseaux sociaux. Par ailleurs, récemment, quand des militants ont voulu créer une page Facebook pour promouvoir un documentaire sur un innocent qui avait été condamné à mort, la plateforme nous a empêchés de le faire, prétextant que cela a à l'encontre de sa politique de contenu. Ce n'est pas rare que, quand nous postons des choses sur la démocratie ou les droits humains, c'est supprimé par les plateformes. Et il est très difficile pour la société civile taïwanaise d'avoir une interaction directe avec Meta, parce qu'il semble qu'il n'ait personne à Taïwan qui s'occupe de leur pratique éditoriale. Ces personnes sont apparemment basées ailleurs. Pendant la discussion, j'ai été étonnée que la représentante de Meta ait indiqué qu'ils avaient des partenaires à Taïwan. Mais alors, pourquoi y a-t-il encore tant de problèmes ? Quant au dialogue avec la Commission nationale des communications, il a permis de mettre en lumière le vide juridique concernant les discours de haine à Taïwan et la difficulté d'équilibrer la lutte contre les propos haineux en ligne et la liberté d'expression. La Commission a indiqué qu'elle travaillait à un projet de loi sur les intermédiaires numériques et que cette question pourrait être prise en compte dans la réflexion. J'ai aussi assisté à une table ronde sur la gouvernance de la santé numérique basée sur les big data et qui a été mise en place de manière très rapide, trop rapide selon les ONG présentes, en Inde et au Brésil notamment pendant la période du Covid. Les gouvernements ont eu tendance à considérer que les outils numériques et le big data permettaient de résoudre les problèmes d'insuffisance de médecins et de financement. Or, si le numérique peut apporter quelques avantages, il ne peut pas résoudre ces problèmes structurels et il ne faut pas en sous-estimer les risques. Cette transition numérique dans le domaine de la santé a créé des problèmes de discrimination et d'exclusion touchant les personnes déjà marginalisées en Inde. Les soignants, quant à eux, doivent passer de plus en plus de temps à collecter des données. Le fait que les gouvernements s'appuient sur de grandes entreprises américaines pour stocker ces données pose aussi un problème de souveraineté que l'on trouve également en France où le gouvernement a recours au service cloud de Microsoft pour héberger certaines données de santé du Health Data Hub. En outre, se pose la question de l'utilisation des données de santé par les entreprises. Sous prétexte que cela encouragerait l'innovation, la tentation est grande pour les gouvernements de permettre à des tiers d'utiliser ces données à des fins de recherche, mais aussi de monétisation. Ainsi, les ONG présentes à cette table ronde ont préconisé que les citoyens aient le droit de savoir et de consentir ou pas à telle ou telle utilisation de leurs données de santé et bien sûr d'avoir accès au même niveau de soins, quelle que soit leur décision. Elle préconise aussi d'interdire l'utilisation secondaire des données de santé à des fins commerciales. Les États ne devraient pas être des facilitateurs pour les intérêts privés, mais assurer un accès égal aux services publics de la santé. Les ONG demandent aussi qu'il y ait des débats sur ces sujets avec les populations. Ces évolutions ont en effet été imposées par le haut, les citoyens ont été très peu consultés alors que cela a eu des conséquences directes sur leur vie quotidienne. Il est aussi crucial de faire émerger des alternatives à ces modèles technosolutionnistes selon les intervenantes. À Taïwan, Yiling Chu d'Amnesty International m'a expliqué qu'il y a quelques années, le gouvernement avait partagé la base de données de l'assurance santé nationale avec des entreprises sans aucune base légale ni demandé le consentement des inscrits au registre. Des citoyens ont intenté des procès à l'État pour demander un droit de rétraction vis-à-vis du partage de leurs données à des tiers. Ils ont d'ailleurs pu prouver que l'anonymisation des données, qui est souvent présentée comme un garde-fou, est en fait une illusion. Il est en effet possible de retrouver l'identité des individus en raison du grand nombre de données récoltées. En 2022, la Cour constitutionnelle taïwanaise a donné raison aux citoyens et a exigé que le gouvernement amende la loi pour permettre de refuser l'usage des données de santé par des tiers. La Cour a aussi enjoint le gouvernement à créer une commission indépendante pour la protection des données personnelles, institution qui n'existe pas encore à Taïwan. D'autres tables rondes ont aussi abordé la question de l'identité numérique. Si certains militants estiment que cela pourrait être utile dans des pays où tous les habitants n'ont pas encore de carte d'identité, d'autres insistent sur les garde-fous à mettre en place par les États, ne pas rendre l'identité numérique obligatoire pour l'accès aux services publics et garantir qu'il existera toujours des alternatives pour ceux qui ne souhaitent pas l'adopter afin d'éviter que cela ne devienne un outil potentiel d'exclusion. Pour information, l'Union européenne projette de lancer un portefeuille d'identité numérique cette année.
Au départ, cela sera probablement facultatif, mais certains défenseurs des droits humains notent que la vie quotidienne pourrait devenir de plus en plus difficile pour ceux qui ne souhaitent pas l'adopter. Quant à Taïwan, le ministère du numérique a mis à disposition du public au sommet RightsCon des brochures promouvant également un portefeuille d'identité numérique, mais à chaque fois que je suis passée devant le stand du ministère, il n'y avait personne pour en discuter. Un sujet à suivre de près alors que le gouvernement taïwanais avait suspendu le projet d'identité numérique il y a quelques années en raison de préoccupations sur la sécurité et la confidentialité des données, des risques qui ne sont pas à prendre à la légère car ils peuvent être supérieurs aux bénéfices. D'ailleurs, dans quelle mesure a-t-on vraiment besoin d'un portefeuille d'identité numérique ? Ces données pourront-elles être utilisées par des tiers ? Que ce soit en France ou à Taïwan, il n'y a pas eu de réflexion ni de débat de fond impliquant les populations sur un sujet qui pourrait pourtant avoir de graves conséquences en cas de cyberattaque, d'usurpation d'identité numérique ou d'utilisation à des fins de surveillance. Une table ronde très intéressante en ligne sur l'antagonisme entre les big tech et les mouvements de citoyens pour la sécurité alimentaire et les droits des populations autochtones a réuni Samir Doshi du CS Fund, le Nigérian Nemo Bassey de la fondation Health for Mother Earth et George Naylor, militant anti-OGM et actif dans la coalition des défenseurs des fermes familiales aux États-Unis. En préambule, Samir Doshi a rappelé que les technologies ne sont pas neutres, comme on le croit souvent. Elles peuvent transformer les relations humaines et les systèmes écologiques, et elles sont conçues et déployées dans un certain contexte géopolitique par des acteurs ayant certains objectifs. Ainsi, la mécanisation agricole a contribué à déposséder 90% des agriculteurs noirs aux États-Unis en un siècle. Quant aux technologies numériques, elles nécessitent d'immenses centres de stockage des données qui consomment électricité et eau en quantité phénoménale, sans compter les minerais utilisés pour la fabrication des outils numériques et qui entrent aussi dans la fabrication des panneaux solaires, par exemple. On pense au cobalt en République démocratique du Congo, mais aussi aux minerais ukrainiens qui suscitent la convoitise des grandes puissances. Des minerais qui sont souvent extraits sans le consentement des populations vivant à proximité, voire en les expropriant pour raser des forêts, une forme de néocolonialisme selon Nemo Bassey. À ses yeux, les technologies numériques sont devenues des fétiches, présentées comme une évolution inexorable pour notre confort, alors qu'elles découlent de logiques de pouvoir et de profit. Pour les mouvements citoyens, lutter contre cela est un grand défi car ils sont alors étiquetés d'anti-technologie, tandis qu'ils luttent simplement contre de nouvelles formes de colonialisme pour éviter des écocides ou pour la protection des droits humains. L'introduction des crédits carbone qui s'échangent sur les marchés est un nouveau stade qui a été franchi selon Nemo Bassey. La compensation par l'achat de crédits carbone est présentée comme une solution alors que les pollueurs achètent des droits à polluer. Non seulement cela ne résoudra pas le problème de changement climatique, mais c'est un nouveau prétexte pour exclure les peuples premiers et s'accaparer les forêts pour faire de la compensation carbone. Les grandes entreprises, notamment pétrolières, achètent selon ces informations de plus en plus de terres en Afrique pour planter des puits de carbone qui se résument à quelques espèces d'arbres. Au lieu d'agoniser, les populations devraient s'organiser pour lutter contre tout cela et demander que le progrès soit basé sur leurs besoins réels qui dépendent avant tout des dons de la nature. George Naylor, quant à lui, a présenté l'évolution de l'agriculture américaine comme une véritable tragédie. L'agriculture familiale a quasiment disparu, le revenu des agriculteurs dépend des marchés et est toujours réduit au minimum. La monoculture, les OGM, les produits chimiques ont détruit les sols et la biodiversité. Pour survivre, les agriculteurs sont encouragés à avoir des exploitations toujours plus grandes et qui ne peuvent plus fonctionner que grâce à des outils d'intelligence artificielle. Les big tech sont en possession de données transmises par les agriculteurs. Elles pourront ainsi mettre en place prochainement une agriculture à distance, c'est-à-dire une agriculture sans agriculteurs. Quant aux usines de production laitière, elles peuvent contenir plus de 25 000 vaches et reçoivent des subventions pour des digesteurs de fumier qui absorbent le méthane, obtenant ainsi des crédits carbone. Quant aux grandes coopératives, les agriculteurs n'ont plus de pouvoir sur elles alors qu'elles sont censées être démocratiques. Selon George Naylor, c'est un changement systémique qu'il faudrait, une agriculture qui restaure les sols, garantisse un revenu décent aux agriculteurs et permette à la population de se nourrir plus sainement. La souveraineté alimentaire n'est donc pas qu'une question agricole, cela peut contribuer à résoudre les problèmes économiques et sociaux. Une telle transition nécessiterait un soutien de l'État et une évolution des modes de vie.
Nimo Bassey a quant à lui appelé les mouvements citoyens du Nord et du Sud à s'unir, quelles que soient les causes qu'ils défendent, autour des notions fondamentales qui les rassemblent, le droit à la vie, la dignité et la solidarité. Selon lui, il est important de se reconnecter entre êtres humains car nous ne sommes pas des machines et ne devrions pas être contrôlés par des chiffres. En outre, les défenseurs des droits ont besoin d'être défendus, même dans les démocraties où ils sont aussi attaqués. Nimo Bassey invite aussi à nous tourner vers les technologies alignées sur la nature, notamment celles des autochtones qui savent comment cultiver dans des conditions difficiles, par exemple. Ces technologies-là ne sont pas coûteuses et n'impliquent pas des relations d'exploitation. Elles ne polluent pas et permettent même de stocker du carbone. Les technologies devraient servir les humains et non pas les asservir. Samir Doshi a précisé que les outils traditionnels sont conçus, déployés et gérés par les populations elles-mêmes. Ce sont les communs que l'économiste Eleonore Ostrom a documentés. Sur cette base, on pourrait se demander en quoi pourraient consister des communs numériques et comment ils pourraient être régis. Après les tables rondes auxquelles j'ai assisté, j'ai pu constater à quel point les grandes entreprises du numérique se développaient rapidement en utilisant les lacunes ou les failles juridiques, et souvent avec le soutien des gouvernements. Pour les militants des droits humains, il n'est pas facile de réagir aussi vite, d'autant plus que les sujets sont techniques. Ensuite, une fois qu'un précédent a été créé, il est difficile de réguler a posteriori, une impression que partage Yiling Chiu. Dans le projet de loi sur l'intelligence artificielle que le gouvernement taïwanais va bientôt soumettre au Parlement, il n'y aura qu'une vingtaine de dispositions. Ce ne sera pas très détaillé. Et l'une de ces dispositions vise à promouvoir le développement des entreprises sans entrave. Lors du récent sommet sur l'intelligence artificielle à Paris, c'est pareil. Le président français a dit qu'il ne fallait pas trop réguler car cela mettrait des bâtons dans les roues à l'industrie. Mais ce sont des sujets que l'on ne devrait pas considérer uniquement à travers le prisme du business. Il y a certains risques qui remettent déjà sérieusement en cause les droits humains et il faudra pouvoir poser des limites. Au contraire, la plupart des gouvernements disent que pour rattraper les États-Unis et la Chine, il faut développer l'intelligence artificielle le plus vite possible. Mais c'est aussi de la responsabilité des gouvernements et des citoyens de réfléchir aux impacts sur les droits humains. Zef est étudiante en informatique au Cégep du Vieux-Montréal. Elle a décroché une bourse pour assister à RightsCon. En raison des élections américaines et du rôle de plus en plus important des grands patrons de la tech, elle s'inquiète pour son futur et le futur en général. Elle nous dit ce qui l'a le plus marqué à RightsCon. Je vais à des conférences qui sont plus reliées par rapport à l'intelligence artificielle. J'ai appris que les problèmes que je savais existants ou que je ne savais même pas qu'ils existaient étaient beaucoup plus profonds que ce que je pensais. J'ai appris de Internet shutdown en Inde. J'ai appris toutes sortes de choses par rapport à la Chine desquelles je n'étais pas au courant. Un grand problème là, vient de Meta, toutes les plateformes, Facebook, toute la misinformation. Toutes les deepfakes là, générées par l'intelligence artificielle, partagées dans ces plateformes-là, tout l'algorithme de toutes ces plateformes-là qui, au final, cherchent à diviser les gens de plus en plus pour mettre dans la tête des gens que le problème est chez d'autres citoyens. « Ah non, parce que toi, t'es gay. Ah non, parce que toi, t'es ci, ça, ça. » Puis distraire un peu la population de tout ce qui se passe chez les gens au pouvoir. Zef a aussi été marqué par l'intervention dans le public d'une ancienne employée de Google qui a quitté l'entreprise pour fonder une ONG et qui est maintenant obligée de chercher des financements auprès des géants de l'Internet pour ses projets. Une autre employée qui, elle, est restée dans l'entreprise est intervenue pour souligner que l'on pouvait aussi essayer de faire évoluer la situation de l'intérieur. Et donc là, elle a dit qu'il y avait beaucoup de pouvoirs qui ne devaient pas être négligés par rapport aux petits employés. Tous les employés qui sont en bas et sur qui, au final, reposent toutes les grandes corporations qui valaient mieux à l'intérieur de l'entreprise s'organiser entre employés parce qu'au final, c'est des êtres humains là, comme toi puis moi, puis qui ont des sensibilités, puis qui, au final, s'ils se font parler de la bonne façon, ils vont comprendre que c'est des grosses problématiques. Puis là, s'ils s'organisent à l'intérieur de l'entreprise, ils pourraient avoir un plus grand levier, un plus grand poids pour l'entreprise, parce qu'il faut comme les prendre par là où ça blesse, et c'est-à-dire l'argent au final. Puis s'ils ont la moitié de leurs employés qui font une grève d'un coup,
ben, ça va beaucoup plus les blesser que des lettres qui se font envoyer de l'extérieur. Et donc pour ton futur, puisque tu es étudiante en informatique, est-ce que ça t'a inspiré ou... Ben, oui, mettons, cet exemple-là en particulier, c'est sûr qu'il m'a beaucoup marqué parce que ma première journée dans toutes les conférences, j'ai pleuré. J'ai pleuré plusieurs parce que il y a beaucoup de problèmes et ben, je suis un être humain avec des émotions et tout ça. Et genre, moi, je suis originaire du Venezuela où il y a aussi de gros problèmes politiques et j'ai appris des choses par rapport au Venezuela ici. Ça m'a un peu inspirée dans le sens où comme renforcer cette idée-là qu'il faut créer une communauté, il faut s'entraider, vraiment se serrer les coudes ici, là, dans la classe ouvrière, parce qu'il est de plus en plus impossible de monter de classe, entre guillemets, si l'on veut, et même là, même si on réussit à le faire, il est impossible de le faire de façon éthique. Et donc là, ça serait vraiment de se serrer les coudes. Puis ben, c'est sûr que ça m'a poussé également à continuer mes études en informatique, justement à m'informer beaucoup par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va être très gardé pour l'élite, un peu toute cette information-là. Il n'y a personne qui est au courant vraiment de comment ça fonctionne, mettons, l'intelligence artificielle. Il faut comme prendre le temps de faire des grosses recherches et ça avance tellement vite que même quand on apprend par rapport à ça, on ne peut pas être à jour sur toute l'information. Et donc là, genre, ben, j'essaie de trouver le plus d'informations que je peux, de m'informer et tout, pour que si jamais je crée une communauté ou quelque chose, je puisse avoir des ressources pour aider à ce niveau-là. En tout cas, Zeph a beaucoup apprécié sa première visite à Taïwan. Cela lui a donné envie d'apprendre le mandarin et de revenir pour quelques mois. Du côté des tables rondes inspirantes, il y a eu une présentation notamment par la communauté de hackers civiques GovZero sur les efforts de la société civile taïwanaise pour rendre les données du Parlement plus transparentes et accessibles au grand public. En marge de RightsCon, GovZero a aussi organisé un hackathon. J'y ai consacré l'émission Taïwan dans toute sa diversité du 26 février. Parmi les tables rondes consacrées aux défis du numérique pour les médias, Reporters sans frontières a présenté la Journalism Trust Initiative, une certification que RTI est le premier média sinophone à avoir obtenue. L'ancienne ministre taïwanaise du numérique Audrey Tang a quant à elle participé à une conférence en ligne pour expliquer les stratégies mises en œuvre par Taïwan pour faire face aux cyberattaques et à la désinformation chinoise, notamment en utilisant des outils open source. Elle a toutefois rappelé que le niveau de polarisation à Taïwan était moins élevé que dans bien d'autres pays et que le maintien de la résilience des sociétés dépendait avant tout de la diversité des interactions sociales et de la possibilité de continuer à apprendre tout au long de la vie. Cela m'a bien sûr fait penser au tiers-lieu que j'ai exploré récemment dans l'émission Taïwan dans toute sa diversité, accessible sur le site de RTI. C'est ainsi que s'achève ce décryptage qui vous était présenté par Sasa et je vous souhaite un très bon week-end pour poursuivre la réflexion.甲走无路的时，雄雄想起阿爸的话。伊讲做人上要紧的就是觉死，甘痛苦着心肝，嘛爱保护咱的信念。拍着手骨，跌倒路用，换倒爬起嘛爱继续。